Et je ne crois pas qu'au moment justement où à travers le monde souffle ce courant d'indépendance, que en Afrique, d'expression française, puisse s'inaugurer des méthodes ou des pensées qui risquent de compromettre la grande harmonie qui doit exister entre Français et Africains. Je disais que si nous avons voulu de cette unité, c'est que nous avons constaté que des petits pays d'Amérique latine, des petits pays arabes du Proche-Orient, qui avaient donc la possibilité de faire leur union lorsqu'ils étaient sous domination portugaise ou bien sous domination anglaise, ont attendu d'avoir leur souveraineté nationale pour essayer de faire leur unité. Ils n'y sont jamais parvenus. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'Amérique latine, les pays arabes du Proche-Orient sont des foyers permanents d'agitation, de révolution. C'est cela que nous avons voulu éviter à nos pays. Si le Soudan devait demeurer comme tel, la Guinée comme telle, la Côte d'Ivoire comme telle, le Sénégal comme tel, et que chaque pays soit préoccupé uniquement de la recherche de solutions à ses préoccupations locales, eh bien nous ne verrions les problèmes qu'en raison des intérêts strictement soudanais, strictement sénégalais, strictement ivoiriens. Et il peut arriver quelquefois que les intérêts du Soudan soient en contradiction avec ceux du Sénégal, ou en contradiction avec ceux de la Haute-Volta, ou en contradiction avec ceux de la Côte d'Ivoire. Et si chacun tient à le résoudre dans le cadre de ses limites territoriales, il est incontestable qu'il y aura des incidents, pour ne pas dire davantage. Mais au contraire, si nous arrivons à nous regrouper, eh bien, dans le cadre de cette unité, dans le cadre de ce regroupement, nous arriverons petit à petit à résorber les contradictions internes plutôt, qui peuvent exister entre nos États. Nous avons l'exemple sur le plan de nos propres États. Nous savons par exemple que l'intérêt des acheteurs n'est pas nécessairement celui du paysan, que l'intérêt de l'acheteur, de celui qui achète, n'est pas nécessairement l'intérêt de celui qui vend. Celui qui vend cherche à avoir le maximum de bénéfices et celui qui achète cherche à acheter au meilleur prix. Mais si l'un et l'autre placent leur action dans le contexte général des intérêts du pays, eh bien l'arbitre, qui est quelquefois le gouvernement, arrive à harmoniser les deux conceptions d'intérêt et à arriver à un juste milieu qui donne satisfaction dans une certaine mesure aux uns et aux autres. C'est donc compte tenu de cette réalité que nous avons voulu maintenir l'unité africaine. Et c'est ainsi qu'à Bamako, en décembre, à Dakar en janvier, a eu lieu la conférence qui a donné naissance à la Fédération du Mali. À l'origine, le Mali était composé de 4 États: Sénégal, Soudan, Haute-Volta et Dahomey. Je vous disais tout à l'heure que notre idée d'unité africaine avait été très mal comprise par certains qui ne pouvaient pas concevoir une évolution normale des relations entre peuples colonisateurs et peuples colonisés. C'est ainsi qu'il y a eu des interventions d'éléments africains et d'éléments métropolitains venant de métropoles, aussi bien en Haute-Volta qu'au Dahomey. Et c'est ainsi que la Haute-Volta, qui avait ratifié la constitution de la Fédération du Mali et qui, par conséquent, juridiquement est encore partie intégrante du Mali, a été amenée par suite de certaines circonstances à voter une constitution qui, en fait, provoquait son retrait. Quant au Dahomey, il n'a jamais ratifié la constitution du Mali. Par conséquent, ces interventions inopportunes ont désagréablement choqué les Africains qui voyaient dans le Mali
le premier jalon vers la réalisation de cette unité que le régime colonial avait créée en 1895. C'est ainsi que nos élections au Soudan et au Sénégal se sont déroulées dans une certaine passion. Et le fait, à mon avis, n'aurait pas été aussi grave s'il n'y avait pas eu, outre ces premières interventions contre la Fédération du Mali, des interventions lors des élections, et plus particulièrement au Sénégal. Et c'est ainsi que les Africains n'ont pas compris que dans le cadre de l'autonomie, on essaye encore d'intervenir de Paris dans nos compétitions électorales. Or, il y a un fait, une réalité dont il faut tenir compte. Lorsqu'il y a des antagonismes et qu'une force intervienne en faveur d'un des antagonistes, l'autre antagoniste place dans l'antagonisme qu'il ressent contre celui qu'il a en face de lui, aussi bien cet individu que celui qui lui apporte son aide. Et c'est ce que j'ai expliqué à Paris à certains métropolitains, en leur disant qu'ils travaillent justement contre l'influence française. Parce que dans l'action que l'opposition exerce contre le pouvoir qui est en place, il assimile à ce pouvoir l'influence française. Et dans son opposition, il y a l'opposition contre son gouvernement ou bien contre le parti majoritaire ou contre le parti qui est au pouvoir et en même temps la France. Et que si l'on devait continuer dans cette voie, eh bien on assisterait progressivement à la dégradation de l'influence française dans nos pays, à la dégradation des bonnes relations qui doivent exister entre Français et Africains. Et je crois que bien de métropolitains ont été à Paris sensibles à cet argument, comme j'aurai l'occasion de vous en donner les détails. C'est ce qui explique en partie, eh bien, l'ambiance difficile, lourde, dans laquelle nous avons vécu à la veille des élections, pendant les élections et même après les élections. Il y a également une règle dont il faut tenir compte, c'est que toute réaction en appelle une autre. Lorsqu'il y a eu la réaction contre le Mali, et que pour nous cette réaction était la liquidation du Mali, il y a eu immédiatement la réaction des Africains, et c'est ce qui a créé à travers le Soudan et à travers le Sénégal cette mystique du Mali, de telle sorte que la mystique du Mali, la mystique de l'unité, n'aurait pas connu la même ampleur, la même force, la même violence s'il n'y avait pas eu des réactions contre la naissance du Mali. De telle sorte que ceux qui, en réagissant contre cette naissance du Mali, qui le faisaient avec l'idée, eh bien, de retarder au maximum l'émancipation complète du Mali et des États qui le composent, ont été au contraire dans leur action des instruments d'accélération de cette évolution. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait que nous acceptions tous, Africains et métropolitains, que la colonisation est un mal nécessaire, mais également que c'est une étape dans l'évolution des peuples. C'est ainsi par conséquent qu'aussi bien sur le plan du Mali que sur le plan métropole, des positions rigides ont été prises. Et lorsqu'à Paris a été posé au Conseil exécutif le problème de la représentation du Mali, eh bien, nos propres frères, chefs de gouvernement d'États africains, ont été les premiers à réagir contre cette représentation. Et actuellement, nous assistons à des expulsions de Soudanais ou de Sénégalais du Niger ou de la Haute-Volta ou de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que si nous n'étions pas dans le cadre de la communauté,
si nous étions tous des pays indépendants, vous croyez que nous aurions impunément accepté ces expulsions? Nous aurions réagi et à ce moment, l'Afrique aurait connu, la même situation de trouble, de confusion des pays d'Amérique latine et des pays du Proche-Orient. Et c'est justement pour éviter cela, pour empêcher que les particularismes locaux ne se cristallisent, pour que demain, lorsque ces pays, dans l'amitié avec la France, auront recouvré leur pleine souveraineté, que nous n'ayons pas à déplorer de tels problèmes et à envisager des mesures qui compromettraient la vie politique et le calme relatif qui doit exister dans ces divers pays. Par conséquent, la non-reconnaissance du Mali sur le plan métropole a provoqué une réaction légitime. Et le général de Gaulle, avec sa grande largesse de vue des problèmes et surtout sa tendance à résoudre les problèmes lorsqu'ils se présentent et à ne jamais accepter de s'emprisonner dans un texte quelconque, a tenu à nous recevoir à Paris. Il nous a reçus. Nous avons eu à discuter de la représentation du Mali. Vous savez dans quelles conditions elle a été résolue. Mais c'est lui-même qui a tenu à ce qu'ensemble, nous ouvrions un large débat sur l'avenir de l'Afrique et sur l'évolution future des peuples africains. À ce moment, je lui ai demandé quelles seraient les relations entre la France, le Togo et le Cameroun lorsqu'en 1960, ces deux pays, sur la demande du représentant français à l'ONU, deviendraient indépendants. Il m'a répondu que si ces deux pays étaient d'accord pour s'associer avec la France, eh bien la France, au contraire, n'y verrait que des avantages pour elle et pour ces deux pays. À ce moment, je lui ai dit, eh bien, cela en 1960, au sein de la communauté, va poser incontestablement un problème, parce que le Togo et le Cameroun, sur aucun plan politique, économique, social et culturel, ne sont pas plus évolués que certains territoires d'Afrique occidentale. Et lui-même a reconnu que la communauté doit être une organisation vivante qui évolue avec les peuples et qu'en 1960, l'évolution du Togo et du Cameroun au sein de la communauté va poser un problème qu'il faudra à ce moment nécessairement résoudre. C'est ce langage que nous avons tenu à tous nos partenaires à Paris, qu'ils soient des milieux politiques, des milieux gouvernementaux ou bien des milieux privés. Pourquoi ce langage de vérité? Je sais, et cela évidemment chatouille la fierté des Français, je sais que nous avons certains frères africains qui disent que la communauté, c'est l'étape finale des peuples africains. Eh bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une réalité. Et les événements, hélas, vont tôt ou tard infirmer cette déclaration. Et nous, au lieu de tromper l'opinion française, pour lui dire, nous demeurerons éternellement État autonome dans le cadre de la communauté. Nous renonçons d'une manière définitive à notre personnalité sur le plan international. Nous préférons lui dire le langage de la vérité. Ce langage est ceci, c'est que l'autonomie, c'est une étape pour nous. Nous voulons, nous aussi, avoir notre personnalité, mais nous entendons l'avoir dans l'amitié avec la France, dans une association avec la France. Ceci va m'amener à donner quelques précisions. Le fondement de la communauté se résume en deux principes: la solidarité et l'égalité. Solidarité, certains disent, les Africains parlent d'indépendance,
Et cependant, ils demandent à la France de les aider. Mais en aidant les peuples d'expression française, la France cède elle-même. Pourquoi elle cède elle-même? À l'heure actuelle, les pays d'Europe, quels qu'ils soient, réduits à leurs limites territoriales, sans l'expansion de leur influence à d'autres zones, ne peuvent pas être de grands pays. Et la France, qui a joué dans le passé et qui continue à jouer dans le monde un rôle de premier plan dans l'harmonisation des relations entre les divers pays, doit et peut jouer un rôle important si on accepte que la colonisation, quelle qu'elle soit, les avantages qu'elle procure au peuple colonisé, ne peut être qu'une étape. Lorsque la France injecte des capitaux en Afrique, que ce soit des capitaux privés ou des capitaux publics, eh bien, cela, sur le plan économique français, constitue une espèce de poumon, c'est-à-dire une possibilité d'extension de zones d'action économique, de zones d'influence. Cela amène donc une fructification des capitaux français, et cette fructification de ces capitaux élève le niveau économique des populations autochtones. Et lorsqu'on crée des écoles, des dispensaires, et lorsqu'on multiplie les services, ces services au départ sont tenus obligatoirement par des métropolitains. Et lorsque, d'autre part, sur le plan international, interviennent des difficultés qui nous amènent par conséquent, par exemple, à des conflits, tous les pays avec lesquels la France est associée, nécessairement lui apporteront leur appui en hommes et en moyens. Et je crois plutôt, c'est sur ces plans élevés qu'on doit concevoir l'aide que la France apporte aux pays africains d'expression française. Il y a également un autre domaine, c'est que sur le plan même, sur le plan international, il est arrivé des fois que la France, sur certains problèmes, soit mise en minorité ou qu'elle soit obligée de se retirer. Parce que tous ces petits pays d'Amérique latine, dont certains sur le plan économique et même politique ne sont pas plus évolués que des pays d'Afrique, qui sont par conséquent des satellites des États-Unis ou bien des pays du Proche-Orient, où dans certains jusqu'ici l'esclavage est pratiqué, eh bien, la plupart du temps, la France se trouve condamnée par le vote de ces petits pays d'Amérique latine et de ces pays du Proche-Orient. Mais si à côté d'elle, elle avait ces anciennes colonies qui étaient également souverains, qui sont demeurés ses amis, parce que cette souveraineté s'est réalisée dans l'amitié, eh bien, la France n'aurait pas été souvent mise en minorité sur certains problèmes essentiels. Je crois également qu'il faut voir le problème de nos relations sur le plan diplomatique. Et je viens de vous donner un exemple. Et c'est pourquoi nous avons eu la satisfaction de constater qu'à l'heure actuelle, sur le plan français, sur le plan de la métropole, certains Français sont étonnés lorsqu'on leur parle d'indépendance. Pour eux, les pays, les États africains sont indépendants. Donc pour eux, ça ne pose pas de problème. Et si ça pose un problème, c'est peut-être ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu que ce soir ait lieu cette rencontre. Je disais que nous puisons notre argument dans la nécessité pour nous d'avoir notre personnalité, parce que dans le cadre de la Constitution, la communauté repose sur la solidarité et également sur l'égalité. Si nous prenons le mot égalité dans son sens le plus absolu, cela veut dire que 1 égale 1.
et que cela veut dire dans le cadre de la communauté, le Soudan égale la France, la Mauritanie égale la France, mais pratiquement, est-ce que l'on peut dire que 400 000 habitants égale 40 millions? Est-ce que l'on peut dire 4 millions d'habitants égale 40 millions? On ne peut pas le dire. De sorte que cette égalité juridique est démentie par des inégalités que nous devons nécessairement reconnaître. Or, si nous voulons rester dans le cadre absolu du juridisme, nous dirons que la France égale le Soudan, égale la Mauritanie, égale le Gabon, égale le Tchad, égale le Moyen-Congo. Et que dans le cadre de la communauté, puisque nous sommes tous des États autonomes, eh bien les instances de la communauté doivent coiffer l'ensemble des instances des États membres de la communauté. Et qu'ainsi, l'armée doit être l'armée de la communauté et non plus l'armée française. La diplomatie de la communauté et non plus la diplomatie française. La monnaie de la communauté et non plus la monnaie française. Or, actuellement, l'opinion française n'est pas mûre pour un tel abandon. La France n'acceptera jamais, tout au moins si elle devait l'accepter, elle accepterait très difficilement, que sur le plan international, elle disparaisse au profit de la communauté. C'est ce qui fait que certaines décisions de la communauté sont arrivées à des interprétations de la Constitution et à créer deux entités, et l'on voudrait que les deux entités en fassent une. C'est-à-dire, sur le plan de la diplomatie, on dit que la diplomatie, c'est la diplomatie de la République française et de la communauté. Or, ça fait donc deux entités, d'une part la République française, d'autre part la communauté. Or, au terme de la Constitution, la République française fait partie de la communauté. Pour la nationalité, on dit que la nationalité est une, c'est la nationalité de la République française et de la communauté. Or, quelle est la nationalité de la République française? C'est la nationalité française. Ce qui veut dire par déduction que la nationalité de la communauté, c'est la nationalité française. Par conséquent, vous voyez une partie d'un tout qui donne sa personnalité, qui prête ses prérogatives à l'ensemble. Cela se conçoit du côté français. Et cela, le bon sens normal peut le concevoir. Mais à ce moment, puisqu'il n'est pas possible pour la France de perdre sa personnalité au profit de la communauté, il est concevable également que les États autonomes d'Afrique, ou tout au moins certains États autonomes d'Afrique, n'acceptent pas eux aussi de perdre indéfiniment leur personnalité. C'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, au sein de la communauté se pose un problème, et je crois que le général de Gaulle, avec son esprit empirique et large, arrivera à faire admettre les solutions que commandent le bon sens et l'histoire. Je tiens donc à vous dire que pour nous du Soudan, pour nous du Mali, qu'est-ce que nous voulons? Eh bien, nous voulons l'affirmation de notre personnalité. Nous voulons que sur le plan international, s'il existe la République française, qu'il existe également la Fédération du Mali. Voilà ce que nous voulons. Et cette affirmation de la personnalité s'inscrit dans un mot qui effraie certains, mais qui n'effraie plus parce que de plus en plus les gens s'y habituent parce qu'ils savent que c'est l'étape obligatoire de tous les peuples colonisés. Cette évolution s'inscrit dans un mot qu'on appelle le mot indépendance. Or, l'indépendance en elle-même n'est pas une mauvaise chose. L'indépendance ne signifie pas nécessairement la rupture d'avec le pays colonisateur.
c'est la France elle-même qui a offert l'indépendance au Togo, qui l'a offerte au Cameroun. Est-ce que cela veut dire que pour autant le Togo et le Cameroun vont rompre avec la France? Non. Et nous également, si nous avons tenu à cette rencontre, c'est pour vous affirmer notre volonté d'association avec la France. Parce que je ne pense pas qu'il soit possible de rompre définitivement des liens qui ont été, il faut le reconnaître, construits quelquefois sur la violence, mais qui, au long des années, se sont transformés en liens de fraternité. Je vais vous citer quelques exemples. Nous sommes certains. Nous avons eu toutes les justifications d'être de véritables anti-français. Je vais vous citer mon cas précis. Depuis 1945, je fais la politique. Pour cela, j'ai fait de la prison sans aucune justification. Et ce qui m'a frappé, c'est que lorsque des Français d'ici ont été les agents de cet emprisonnement, dans ma cellule, j'ai connu des condamnés de droit commun dont certains avaient fait 25 fois la prison et qui ont été si émus de mon sort parce que c'était en plein hiver qu'immédiatement ils se sont tous défaits d'une couverture pour me les passer. Ce geste d'homme réprouvé par conséquent par la société, ce geste est l'expression, eh bien, de la véritable âme française. Et lorsque nous pensons à de tels actes, nous sommes obligés de mettre sur le compte d'accidents passagers les difficultés que nous avons connues. Et je ne crois pas que les uns et les autres nous ayons le droit de condamner un passé dont nous sommes le fruit et de compromettre un avenir qui peut être un avenir de paix et d'amitié entre nos deux peuples. Et je crois que pour en arriver là, il faudrait que nous nous disions le langage de la vérité. Que nous ne cherchions pas, nous Africains, à tromper les métropolitains et que les métropolitains n'accordent pas à certains de nos propos ou à certaines de nos attitudes qui sont la conséquence d'une réaction, eh bien, un contenu qu'ils n'ont pas. Certains disent qu'ils sont inquiets, qu'ils ne savent pas ce qui va se passer, et certains emploient même le mot chasser. Non. Chez nous, on emploie un proverbe. Avant de jeter son vieux pantalon, il faut s'assurer si le neuf vous ira mieux. Donc, avant de songer à relayer l'association, l'amitié avec la France par une autre association, par une autre amitié, il faudrait d'abord que nous sachions si les nouveaux amis se comporteront mieux à notre égard que ceux que nous avons connus et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à vous dire qu'il n'est pas dans les intentions des Africains, eh bien, de rompre avec vous. Mais ce que nous voulons, c'est que cette coexistence des deux éléments par la couleur, mais qui par la pensée n'en font qu'un, que cette coexistence se fasse dans la compréhension mutuelle des problèmes qui se posent aux uns et aux autres.